France Culture célèbre la science avec une journée spéciale consacrée au thème suivant ce que le Covid fait à la science. On va tenter de comprendre les relations étroites qui existent entre la santé humaine, animale et environnementale. Et pour en parler, je suis en compagnie de Marilène Patoumatis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum d'histoire naturelle, et vous venez de publier L'homme préhistorique est aussi une femme aux éditions Alary. À côté de vous, Bruno David. Bonjour. Vous êtes président du Muséum d'histoire naturelle et on peut vous entendre tous les matins ou tous les soirs sur France Culture à 6h05 et à 23h55 pour présenter à chaque fois un animal. Moi, j'ai entendu par exemple parler du dauphin mélomane, de l'oursin mou ou de l'ornithorynque un peu étrange. Mais alors surtout, il y a un animal qui est devenu une star, c'est le pangolin, Bruno David. Oui, c'est le pangolin, c'est un petit mammifère, hein, c'est un animal qui porte des écailles, on en a tous maintenant l'image en tête, qui porte des écailles, donc on peut se dire qu'est-ce que c'est que cette chose-là, c'est un petit peu bizarre, pourquoi c'est pas un reptile finalement? Parce qu'à l'école on nous apprend que les bêtes qui ont des écailles sont des reptiles. Ben non, c'est un mammifère qui aime bien les fourmis, c'est un mammifère forestier qui est assez courant, enfin qui était en tout cas assez courant en Afrique et en Asie, et qui est chassé pour sa chair. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve sur certains marchés chinois en tant que viande de brousse. On en a aussi en Afrique en viande de brousse d'ailleurs. Et puis il est aussi beaucoup chassé pour ses écailles qui donnent lieu à un important trafic. Les gens pensant qu'elles sont pleines de propriétés extraordinaires, exceptionnelles, notamment aphrodisiaques, bien sûr, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde, hein, c'est les propriétés aphrodisiaques. Hein, c'est pas Marilène Patoumatis qui va me contredire là-dessus. D'accord. Mais en Ce que fait, je veux dire, il y a autant de propriétés aphrodisiaques dans les écailles du pangolin que dans les ongles oui, c'est ce que j'ai dit dans la chronique, je crois, sur le pangolin. C'est-à-dire qu'en fait, on se ronge les ongles, ça fait à peu près le même effet. C'est de la kératine avec quelques protéines Hmm. liantes. Et puis voilà, ça s'appelle ce qu'on appelle en science des fanères, c'est-à-dire ça fait partie des ongles, des poils, des cheveux, etc. Marilène Patoumatis, mais si vous vouliez parler. Oui, non, non, parce que c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup malheureusement, parce que là, c'est pas très drôle, c'est pas drôle du tout, même, il y a beaucoup d'animaux qui sont abattus. Je pense aux rhinocéros, qui vraiment sont dans une situation désastreuse. Tout ça parce que, soi-disant, c'est des poudres de perlimpinpin, quoi. Ils pensent que grâce à ça, ils vont, voilà, il y a une meilleure érection. Et enfin, et c'est terrible comment c'est imprégné, là aussi, dans un imaginaire. On sait d'où ça vient. Je pense que ça fait partie, à mon avis, peut-être des mythes. Il faut peut-être revenir très très loin, et que certains animaux voilà, étaient dans un panthéon mythique, etc., et avaient des vertus, avaient des symboles. On parlait de certains animaux que vous avez cités. On pourrait parler de la hyène, justement, qui est un clitoris particulier. Et tout ça Oui, fait parce que que ça la reste dans hyène des est mythes. transgenre. Voilà, exactement. Et donc, ça fait partie c'était même dans les textes antiques. Donc, tout ça, c'est dans l'imaginaire, là aussi, qui viennent du très fond dans la relation de l'homme à l'animal très tôt, considérés comme des dieux, des semblables. Donc, voilà, je pense que tout ça est très lié. Justement, puisque le pangolin maintenant est célèbre, est-ce qu'il a un lien particulier avec les zoonoses? Est-ce que c'est un malheureux hasard, Bruno David? Oh, il n'a pas un lien plus particulier que d'autres mammifères. La probabilité qu'on ait une zoonose, c'est d'abord à travers le contact, la promiscuité. Donc plus il y aura de proximité entre une espèce et une autre espèce, de manière générale d'ailleurs, plus la probabilité qu'un virus puisse passer la barrière d'espèce est importante. Après, il y a une question de proximité phylogénétique également, c'est-à-dire de relation de parenté. Plus on est proche parent, nous-mêmes, Homo sapiens, avec un autre animal, plus la probabilité finalement que son virus soit adapté à nous, puisse s'adapter facilement à nous, est importante. Donc c'est autour de ça qu'il faut voir les choses. Donc le pangolin, pas plus que les autres. Les chauves-souris, on accuse souvent la chauve-souris. Il y a 4000 espèces de chauves-souris sur un peu plus environ 7000 espèces de mammifères. Donc la probabilité qu'un virus vienne d'une chauve-souris, simplement statistiquement, elle est importante. Mais le système immunitaire de la chauve-souris est particulier. Alors c'est un système un petit peu particulier qui tient aussi au fait que les chauves-souris ont un vol battu. Elles battent des ailes pour se tenir en l'air et ça dépense énormément d'énergie. Elles montent en température. Elles ont une température corporelle qui peut, alors qu'elles ne sont pas malades, atteindre jusqu'à 40-41 degrés. Mhm.
Donc elles ont des virus qui sont adaptés à ce genre de température, ce qui fait que quand elles nous transmettent un virus, qu'un virus de chauve-souris s'adapte à nous, ce sont souvent des virus qui sont assez résistants aux montées en température, donc ça peut être un peu embêtant pour nous, pour lutter contre. Marilène Patou-Mathis, on est inquiet en général des zoonoses et des virus en ce moment, on est sensibilisé, et on est également inquiet de ces virus qui pourraient nous venir de la préhistoire que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, j'étais en train de repenser à des contes, des légendes qu'on croyait, des légendes, notamment en Sibérie, les peuples sibériens, lorsqu'il y avait des mammouths bon, qui réapparaissaient parce que le permafrost fondait, etc. Il y avait beaucoup de ces peuples qui disaient il faut absolument pas s'approcher et tout ça, c'est un animal mythique et tout, dangereux, parce que mythique, mais en réalité, on peut s'interroger sur le fait que s'il y a eu des morts, parce qu'il y avait des morts lorsqu'ils s'approchaient, est-ce que c'est pas justement parce que certains virus étaient libérés et on sait maintenant que la fonte accélérée du permafrost, surtout de plus en plus en profondeur, fait qu'il y a des virus qui ressortent, des virus qui peuvent avoir 40, 50, 60 000 ans, voire plus. Et même, surtout, en ce moment, il y a un gros travail sur les mégavirus. Et là, pour nous, c'est extrêmement dangereux parce que pour l'instant, il n'y a pas, justement, on ne les connaît pas bien. Voilà, ça ne fait pas partie des familles parce que les Covid, on les connaît. Enfin, c'est une famille qu'on connaît, mais là, on ne connaît pas bien. Donc, il y a un vrai danger. Mais Est-ce qu'ils sont analysés? voilà, ils sont en train de... C'est-à-dire que là, bon, je ne suis pas spécialiste des virus, mais il y a un gros travail justement fait sur ça. Et je pense que c'est très intéressant, peut-être là, de revenir aussi sur... je ne veux pas avoir une obsession sur mes mammouths, mais de revenir sur les mammouths, parce que je pense que là, il y avait vraiment aussi, à mon avis, des pathologies, des maladies qui viennent peut-être de ces mammouths, qui étaient peut-être porteurs de virus, qui ont contaminé. Donc, il y a toute une recherche à faire dans cette direction. Bruno David? Oui, je voulais simplement dire aussi, si on remonte à la préhistoire, qu'à l'époque néolithique, bien sûr, il y a l'élevage. Donc il y a une promiscuité qui va se développer entre les hommes et certains animaux, et qu'il y a un certain nombre de zoonoses qui sont passées chez l'homme à ce moment-là, à travers l'élevage, simplement, hein, parce qu'on favorisait les contacts. Et il ne faut jamais oublier que les virus sont extraordinairement adaptables. Ils mutent sans arrêt, ils bougent sans arrêt. C'est le stade ultime du parasitisme, le virus, puisque le virus a besoin de la mécanique cellulaire d'un autre organisme pour pouvoir se reproduire lui-même. Donc c'est à la limite de la définition du vivant. Alors les premiers virus, ils s'attaquaient d'abord à des bactéries, hein, donc ils rentrent dans la bactérie, ils utilisent la mécanique cellulaire de la bactérie, ils se multiplient, ils font exploser la bactérie. Après, quand ils sont face à un animal multicellulaire, comme nous, ils font pareil dans nos cellules. Donc, ils utilisent nos cellules pour se multiplier et ils ont un système extrêmement efficace. Marilène Patou-Mathis, lorsqu'on évoque la préhistoire, on se demande de quoi mouraient nos ancêtres. Est-ce que vous qui avez étudié cette période particulièrement, vous publiez L'homme préhistorique est aussi une femme, est-ce que l'on sait par exemple si nos ancêtres étaient victimes d'épidémies? Alors justement, la différence de ce que dit Bruno David du néolithique, au paléolithique, on n'a pas de sépulture ou de nécropole qui montrerait que d'un seul coup, il y a tout un clan, tout un groupe qui serait décédé d'une épidémie. Elles apparaissent quand, les sépultures? Alors les sépultures, on a des sépultures à partir à peu près de 100 000 ans au Proche-Orient. Chez nous, c'est en Europe et notamment en France, c'est un peu plus tard, c'est 45, 50 000 ans, 60 000 ans. Donc ça apparaît là-bas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en fin de compte, on n'a pas ce qu'on a plus tard au néolithique, parce que justement la proximité des animaux, on n'a pas vraiment vraiment de population tuée par une épidémie. Par contre, on a déjà, parce qu'il y a des spécialistes, des collègues paléanthropologues qui font de la pathologie, la paléopathologie, et on a déjà mis en évidence qu'il y avait quelques cancers, qu'il y avait quelques problèmes d'inflammation, etc., des choses de ce type, mais il n'y a pas pour l'instant, en tout cas pour le paléolithique, pour les périodes très anciennes, c'est-à-dire jusqu'à peu près 10 000 ans, on n'a pas de traces d'épidémie. Mais il faut bien savoir aussi que y a pas, même si on a de plus en plus de squelettes, de plus en plus de restes humains, on n'a pas non plus des grandes populations comme on va avoir au néolithique. Donc il est possible aussi, si vous voulez, qu'il y ait eu des virus ou même des pathologies très importantes qui ont exterminé un groupe.
mais on n'a pas la trace, c'est en plein air. Mais en tout cas, si on prend vraiment ce qu'on connaît, pour l'instant, on n'a pas du tout de preuve de ça. On Pour le mourrait à quel paléolithique. âge? Mais il n'y a pas la même promiscuité non plus, hein, donc c'est peut-être ça aussi qui change, hein, On avec mourrait ces à quel animaux. âge, Marilène Patoumatis? Alors ça dépend, si vous êtes un homme, vous avez plus de chance, parce qu'en moyenne, vous pouvez vivre jusqu'à à peu près 50 ans, 55 ans. Les femmes, on a très peu de squelettes, que ce soit les néandertaliennes, que je connais particulièrement, ou les sapiens, c'est plutôt vers 36-40, c'est le maximum. Plus de chance en étant homme parce qu'on a des représentations des hommes et des femmes à cette époque. Lorsqu'on était enfant, on nous enseignait ça dans les livres. Je vous vois sourire, Marilène Patoumatis, parce que votre livre est spécifiquement attaché à déconstruire ces représentations des genres et de la répartition des rôles à la préhistoire. Non, je pense que là, c'est lié tout simplement à la maternité, aux grossesses et surtout à l'accouchement. C'est-à-dire que non seulement il y avait une mortalité infantile importante, mais ça qu'on a connu dans les périodes historiques, mais il faut bien voir aussi que au moment de l'accouchement, il y avait quand même, à mon avis, pas mal de décès. C'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui dépassent cet âge-là. Mais sinon, si vous voulez, il y a cet imaginaire. Là aussi, on parlait tout à l'heure par rapport aux animaux et alors, valeur donnée ou symbole donné à certaines espèces. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire où on a une vision pour prendre une image que tout le monde va comprendre, la femme, elle est Mhm. dans la grotte, elle est là pour élever ses enfants et pour balayer la grotte. Voilà, c'est l'image quand même qu'il faudrait peut-être déconstruire, parce qu'il y a une participation extrêmement importante des femmes, on y reviendra, mais je veux dire, dès le départ, il y a deux choses, c'est-à-dire que non seulement on va tout de suite faire des tâches réservées aux hommes, des tâches réservées aux femmes, mais en plus on va valoriser ces tâches, c'est-à-dire qu'on va valoriser la tâche masculine. Supposons que ça soit vrai, que les femmes soient spécialement dans la cueillette, etc., et ces tâches et tout, on a valorisé la chasse par rapport à cette cueillette. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double peine. Non seulement on, sans le savoir, on va dire que les femmes font telle ou telle activité, mais c'est des activités considérées comme moins nobles, comme subalternes, etc. Donc c'est ça qui est intéressant de voir dans la vision de cet imaginaire de la préhistoire. La répartition des genres, d'ailleurs, Bruno David, dans les espèces que tout à l'heure on a évoqué, la hyène, il faut que vous nous expliquiez ce qu'elle a, cette hyène de particulier. Alors c'est un petit peu compliqué la hyène, je vous renvoie à ma chronique, mais manifestement vous l'avez écouté. La hyène, elle a un clitoris transformé qui ressemble à un pénis. Donc les gens qui ont vu des... Et en plus, les hyènes femelles sont nettement plus grosses et plus fortes que les mâles. Donc là, on est pour le coup sur une société très matriarcale où les dominantes sont les femelles. Et elles ont un clitoris transformé qui ressemble un petit peu à un pénis. Donc c'est assez étrange. Ça a beaucoup perturbé les gens. Ils ont longtemps pensé que les hyènes étaient hermaphrodites. Ça fait partie des légendes, justement, parce qu'on était un peu piégé par l'observation. Mais ça a un contre-coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand la petite hyène est dans le ventre de sa mère, la mère va fabriquer de la testostérone. Ça va masculiniser les embryons de hyène, et notamment les embryons féminins de hyène. Mais après, il y a un problème de naissance. C'est-à-dire que la naissance, le vagin est bouché, ce qui fait que la naissance se fait par le clitoris. Et que le clitoris est assez long. Et il est plus long que le cordon ombilical. Donc ce qui fait qu'au moment de la naissance, il faut que le cordon ombilical se coupe, et puis que le bébé hyène, il continue vers la sortie. Sans alimentation, en quelque sorte. On lui coupe son tuyau d'oxygène, si je peux faire une image assez simple. Donc, plus il y a de testostérone, plus ça va favoriser la masculinisation de la hyène, plus elles vont être fortes, plus elles vont dominer, mieux elles vont nourrir leurs petits, donc ça c'est vraiment un avantage. Mais plus il y a de testostérone, plus leur clitoris va être long, et plus les naissances vont être difficiles. Donc là, il y a un risque au moment de la parturition qui fait qu'elles auront moins d'enfants viables. Donc vous voyez, il y a un équilibre, il y a un compromis à trouver, il y a un côté positif, il y a un côté négatif, et finalement ça arrive à un certain équilibre. Mais ceci dit, c'est pas drôle d'être un bébé hyène. C'est pas rien, en tout cas, les hyènes. Marilène Patoumatis, ce que l'on a vu à la faveur ou à cause de l'épidémie de Covid, c'est qu'il y avait énormément de questions en science, il n'y avait pas de consensus scientifique, celui-ci était beaucoup plus difficile à trouver qu'on ne le pensait. Chez les préhistoriens, par exemple, qu'est-ce qui aujourd'hui agite votre communauté, votre chloroquine, c'est quoi ? Là, je pense que c'est... je ne veux pas faire une obsession sur les néandertaliens, mais c'est vraiment quand même tout ce qui tourne autour de la génétique.
de la différence entre les Néandertaliens et les sapiens que nous sommes. Est-ce que ces différences marquées génétiquement avec des caractères génétiques bien différenciés, est-ce que c'est suffisant pour en faire une espèce différente ou pas? Parce que c'était un grand débat. Alors, et là, il y a encore deux camps. Les généticiens et plusieurs paléanthropologues vont quand même en disant c'est vraiment, même s'il y a eu des croisements, même si nous avons des gènes néandertaliens, etc., il y a quand même deux espèces parce que bon, c'est un peu compliqué d'expliquer ici, puis je ne suis pas généticienne, mais que en fin de compte, c'est pas parce qu'on s'est croisés qu'on est d'espèces différentes, de même espèce. Donc voilà, c'est vraiment ça qui agite, avec en plus le troisième type qui est arrivé, c'est les Denisoviens, qu'on connaît essentiellement par la génétique. On a quasiment, moi je ne sais pas le comportement des Denisoviens. On a un site, on a quelques os fossiles, donc on les copains. Donc ça tourne autour de ça. C'est parce qu'ils ont été à un moment donné ensemble. C'est-à-dire que sur la Terre, il y avait ces trois espèces. Et ça, c'est un vrai débat autour de ça pour savoir les relations entre eux, à la fois génétiques, mais aussi au niveau des comportements. Bruno David, est-ce que vous avez été surpris par les polémiques qui ont été engendrées par le Covid? Écoutez, j'ai surtout été peiné. Surpris, non, pas vraiment, parce que les hommes sont les hommes, mais c'était une opportunité peut-être de se faire valoir pour certains à certains moments de la pandémie. Mais on a un peu oublié qu'une intuition, c'est pas un fait scientifique. Qu'un fait scientifique, ça se démontre. On a un peu oublié aussi que la science, c'était pas une affaire de démocratie. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'il y a le plus grand nombre qui va dire ceci que c'est la vérité scientifique, que c'est un fait scientifique avéré. Il faut prendre du recul, il faut réintroduire de la rationalité. Et je pense que peut-être parce que c'était trop à chaud, peut-être parce que ça nous impliquait trop directement et ça impliquait notre santé, et on était tous concernés, on a oublié ça. On a oublié d'avoir suffisamment de rationalité là-dedans. On s'est plus appuyé sur des intuitions qu'autre chose. Et puis, j'entendais la chronique sur Israël tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que la science, elle n'est pas idéologique non plus. Il faut arriver à séparer les registres. Et on a mélangé les registres pendant cette pandémie. On continue d'ailleurs de les mélanger. Et ça m'attriste comme scientifique. On vous retrouve dans quelques instants. Marilène Patou-Matisse, L'homme préhistorique est aussi une femme. C'est votre livre publié aux éditions Alary. Bruno David, vous êtes président du Muséum d'histoire naturelle. Et on retrouve votre chronique Le monde vivant à 6h05 et à 23h55 sur France Culture. Mais en attendant, il est 8h et c'est le journal sur France Culture. Excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et France Culture célèbre la science aujourd'hui, ce que le Covid-19 a fait à la science. Pour en parler, je suis en compagnie de Marilène Patou-Matisse, préhistorienne. Vous publiez L'homme préhistorique est aussi une femme aux éditions Alary. Et nous sommes en compagnie de Bruno David, président du Muséum d'histoire naturelle. Et je dois dire qu'il y a une tribune Une planète, une santé prévue au Jardin des Plantes le week-end prochain, le Jardin des Plantes à Paris, n'est-ce pas Bruno David? Oui. Les tribunes sont des rencontres entre des citoyens et des scientifiques, pas forcément d'ailleurs que du muséum, dans le grand amphithéâtre du muséum, dans le Jardin des Plantes. Et on essaye de donner une forme un petit peu ludique, un petit peu décalée à cette chose-là. Donc le matin, c'est souvent dévolu pour les enfants, c'est pour les enfants. Et puis l'après-midi, c'est plutôt pour les adultes. Et on avait choisi ce thème, Une planète, une santé, il y a plus d'1 an, avant la pandémie. On voulait le faire au moment du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille au mois de juin, mai-juin, et puis on a décalé. Et effectivement, on est tombé en pleine actualité, je dirais de manière un petit peu sinistre quand même, parce que ça veut dire qu'on avait pressenti ce qui se passait. Vous l'aviez pressenti et aujourd'hui que nous sommes en plein dans cette pandémie, selon vous, la responsabilité de la science ou les rôles dévolus à la science avec cette pandémie, quels sont-ils? Quelles sont les responsabilités du milieu scientifique? Alors, c'est pas que des responsabilités, mais on est face à plusieurs défis. Et le muséum, d'ailleurs, est au cœur de cela et doit relever ces différents défis. Je pense qu'il y a déjà un premier défi qui est un défi culturel,
qui est comment est-ce qu'on parle de science finalement à des gens qui sont de moins en moins acculturés à la science par leur éducation, par leur instruction, par ce qu'ils entendent, etc. Donc comment est-ce qu'on relève ce défi culturel? Les tribunes en font partie. Bien sûr, on est en train d'éditer, le muséum est en train d'éditer une série de 12 podcasts. Il y en a 6 qui ont été diffusés au printemps, il y en a 6 qui sont diffusés en ce moment, qui traitent de questions de démographie, d'alimentation, d'environnement, de crise, de sciences citoyennes, etc., etc. Et là, vraiment, on parle aux citoyens. On essaye justement de relever ce défi culturel. Il y a un défi éthique qui est comment est-ce qu'on habite la Terre? Jusqu'où va-t-on? Ça pose des questions d'économie, de consumérisme, de relation à la planète, de choses comme ça. Et la tribune Une planète, une santé répond en partie à ce défi. Et puis, il y a un défi numérique également, qu'on connaît tous, et qui fait qu'on préfère croire ce que racontent nos voisins de réseau plutôt que de penser que les faits scientifiques sont exacts. Et on est face à ça. Et un muséum comme le Muséum national d'histoire naturelle doit relever ces 3 défis et s'inscrire notamment dans les débats de société pour essayer de les relever et y participer et ramener, comme je le disais tout à l'heure, plus de rationalité dans le débat. Marilène Patou-Mathis. Oui, je voudrais ajouter que c'est très très important de voir aussi l'avenir dans les jeunes. Et là, on constate qu'il y a quand même une baisse d'étudiants dans les sciences. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment là aussi un défi, et je crois que le muséum est vraiment dans cette action qu'il faut relever. Parce que ça, c'est fondamental. S'il y a une baisse importante d'universitaires, mais même déjà, on voit bien l'intérêt pour les sciences, il faut vraiment toujours la stimuler. Je crois que là, on va vers des graves problèmes, parce que, évidemment, s'il y a de moins en moins de scientifiques, je veux dire, à mon avis, il va y avoir de la place, comme on dit toujours, plutôt au réseau, à ceux C'est qui peut-être doutent, parce que à c'est ceux qui très... doutent pas, voilà, c'est un problème. Et là, je voudrais revenir aussi sur les filles. Et j'encourage là aussi les filles. La science, elle est ouverte à tous, elle peut être comprise aussi bien pour les garçons que pour les filles. Parce que là, en plus, non seulement il y a moins de jeunes, mais aussi, surtout dans les sciences qu'on dit dures, hein, il y a de moins en moins de filles qui vont vers ces domaines. Et ça, c'est terrible. Je pense que ça peut être très, très négatif. Indépendamment de ça, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'est plus au 19e siècle ou au 18e siècle où quelqu'un de très cultivé pouvait embrasser des pans entiers de la connaissance de l'époque. La science est devenue de plus en plus compliquée. Chaque chercheur est sur un domaine qui est relativement étroit, entre guillemets, et c'est difficile parfois de faire passer des messages. Comme le disait Marilène Patou-Mathis, quand on est sur de la physique quantique ou de l'astrophysique ou de la cosmochimie, je prends un peu pour partir un peu dans les étoiles, c'est pas facile de faire passer les messages. C'est compliqué. La science est devenue compliquée, elle est devenue une affaire de spécialistes. Donc il faut des passeurs de messages. Et c'est vraiment là où on est au cœur du défi culturel que doit relever un établissement comme le muséum, parce que c'est là justement que se passent les messages. Et ça fait partie des choses très importantes. Et je pense que la journée que vous organisez sur France Culture en fait partie. Et je suis ravi d'ailleurs que je puisse avoir aussi une chronique quotidienne sur France Culture. Oui, parce qu'il faut rappeler Avec que vous d'autres, avez une chronique Le Monde Vivant à 6h05. Je fais ma promotion, vous voyez. 3h55. Il y a quand même aussi une autre hypothèse, Marilène Patou-Mathis. Vous dites qu'il y a de moins en moins de vocations. Il y a de moins en moins de vocations parce qu'il y a aussi de moins en moins de certitude d'avoir des postes, non ? Ah oui, bien sûr. C'est un des problèmes. Ça commence même avant. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, pour faire des thèses, il faut des allocations. Et c'est très, très difficile. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants et pas assez d'allocations. Il n'y a pas, à mon avis, même dans la recherche, elle n'est pas tellement encouragée. Il n'y a pas beaucoup même d'émissions, etc. On a supprimé beaucoup d'émissions de sciences, que ce soit à la télévision, chercher maintenant à la... Voilà, Sur parce France que Culture, il voilà, y en a beaucoup, heureusement. comme vous le savez. Non, mais je veux dire, oui, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Enfin, il n'y en a pas assez. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le fait que les chercheurs, et c'est vraiment notre vocation aussi, il y a le doute, mais il y a aussi quand même ne pas tomber dans ce travers on peut entendre à un moment donné en disant oui, mais en fin de compte, ils ne savent rien, donc on peut tout dire. C'est pas vrai. Il y a quand même des bases, il y a quand même des choses que l'on sait, il y a quand même des choses qui sont montrées, il y a de l'expérimentation, il y a un vrai travail et il y a des choses que l'on sait. Et c'est vrai que c'est important de douter, mais ne pas là aussi effacer complètement en disant oui, mais parce que c'est ça qu'on entend. Je veux dire, avec le Covid, c'est ça
qu'on a entendu. Mais de toute façon, ils ne savent pas, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, qui a raison, qui est tort, nous, on ne peut pas le dire. Donc, chacun, il va de son hypothèse. Mais Bruno, David, c'est quand même étonnant de voir, par exemple, pour le néophyte, que nos connaissances sur les pandémies, elles sont relatives, limitées, qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Ah oui, simplement parce que le vivant, c'est complexe. Il faut quand même l'admettre. Il faut admettre qu'on ne sait pas tant de choses que ça. D'abord, on connaît assez mal la biodiversité qui peuple la Terre. On en connaît à peu près 20%, quand même. Ça veut dire 80%, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, il faut admettre aussi cette ignorance. Je donne souvent l'exemple je vais faire de la publicité là aussi, pour l'expédition Tara Océan. Vous voyez, ce n'est pas pour le muséum. Qui a fait une circumnavigation, qui a fait le tour du monde dans sa première navigation il y a une dizaine d'années, et qui a ramassé de l'eau à différentes profondeurs, et puis qui a fait ce qu'on appelle de la métagénomique sur l'eau qu'ils avaient récupérée, c'est-à-dire qu'ils ont regardé combien il y avait de micro-espèces minuscules présentes dans les seaux d'eau, entre guillemets, qu'ils avaient récupérés. Ils ont découvert plus de 150 000 nouvelles espèces d'organismes relativement complexes. On ne savait même pas qu'ils existaient il y a 10 ans. C'est gigantesque. Il faut savoir qu'on connaît à peu près 400 000 espèces dans l'océan. Donc 150 000 de plus, vous voyez ce que ça représente. Ça veut dire quoi, ça ? Ça nous donne une mesure de notre ignorance. Ça veut dire qu'on ne savait pas comment fonctionnait l'océan. C'est ça que ça nous dit. Et donc, il faut rester modeste, il faut rester prudent. La science, elle avance effectivement, comme le disait Marilène Patou-Batis, avec le doute. La force de la science et sa faiblesse aussi, c'est qu'elle est réfutable. C'est qu'elle avance de cette manière-là. C'est sûr qu'une croyance ou une opinion, c'est facile. Je vous dis, ça c'est rouge ou c'est vert, je l'affirme et je ne le démontre pas. La science, elle avance avec le doute. C'est pas une opinion, c'est pas une intuition. Des fois, il y a des intuitions géniales qui ne sont pas démontrées, qui sont démontrées plus tard. Je pense à la dérive des continents de Wegener, 1912, il dit les continents bougent, personne ne le croit, on n'a pas de preuves. Et puis les faits arrivent ensuite et la science change, la science évolue. C'est sa force, c'est aussi sa faiblesse, il faut l'accepter comme ça, mais pour moi, c'est avant tout sa force. Alors la science, elle soulève beaucoup de questions, Marilène Patou-Batis. Il y a des questions aussi qu'on se pose à la machine à café avec la Covid. Par exemple, à France Culture, ma camarade Caroline Brouet se demande pourquoi les descendants de Néandertal sont plus gravement touchés par la Covid-19. Oui, alors ça, c'est vrai que les Néandertaliens, c'est un peu les boucs émissaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est eux qui ont apporté la schizophrénie, etc. Enfin, bon, on entend tout. Alors maintenant, évidemment, après avoir été du bon côté en disant c'est eux qui donnent, par exemple, une résistance face au changement climatique. Mais maintenant, rappelez-nous qui sont les Néandertaliens et pourquoi, pour vous, parce que ça paraît évident, pourquoi ils sont les boucs émissaires. Non, parce que voilà, les Néandertaliens, on va dire qu'ils apparaissent à peu près en tant qu'espèce vers 350-400 000 ans en Europe. Certains vont aller au Proche-Orient, et puis leur disparition en tout cas, civilisation néandertalienne, à peu près 35 000 ans. Donc, vous voyez, c'est une grande période, ils vivent essentiellement en Europe, et les derniers néandertaliens vont être en même temps en Europe avec les sapiens. Et ces Néandertaliens se sont croisés au Proche-Orient avec nous, avec nos ancêtres, les sapiens. Donc voilà, c'est une population comme ça très intéressante et qui a toujours eu, dès le départ, si vous voulez, elle a été considérée comme inférieure parce qu'elle a été trouvé tôt, 1856, c'est avant 59, aurait dit la palisse, c'est-à-dire avant la théorie de l'évolution. Donc il a été considéré avec son crâne tout à fait différent du nôtre, comme un débile, un crétin des Alpes, enfin bref. Et après, il a été mis dans le côté inférieur, parce que vous savez, c'est une période au 19e siècle qu'on aime bien hiérarchiser. Il y a les inférieurs, les supérieurs. Ben là, c'est pour les fossiles, c'est pareil. Donc, il a été très longtemps considéré comme ça. Après, maintenant, bien sûr, ça s'est arrangé à partir du milieu du XXe siècle. Mais ça a été très, très long. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès qu'il y a des choses qui sont un peu négatives, on a tendance à lui mettre ça sur le dos, si j'ose dire. Mais ce qui est important de voir là, c'est que la génétique a beaucoup d'emprise en ce moment dans nos recherches en préhistoire. Et on peut s'interroger, si vous voulez, sur le fait qu'on aille chercher la fonction dans des allèles ou de gènes néandertaliens. Allèles, rappelez-nous. Oui, c'est ce qui compose les gènes. Mais ce qui est important, c'est de voir que les fonctions de ces gènes ne sont pas toujours extrêmement connues, que le génome néandertalien, c'est une chimère, c'est-à-dire qu'on a pris différents individus, différents squelettes. Mais surtout, ce que je voulais dire par rapport à ça, moi, je veux bien l'entendre, mais prenons par exemple les Indiens en Inde, là, qui sont extrêmement touchés.
Il y a une mortalité très, très, très élevée. Et eux n'ont pas du tout de gènes néandertaliens. Prenons la Seine-Saint-Denis. Je parlais exprès, sachant que j'allais venir, avec les médecins de Seine-Saint-Denis, par exemple, où là, ils ont beaucoup d'Africains, et qui sont très malades. Enfin, qui ont le Covid aussi. Donc, si vous voulez, je veux bien que on dise, parce qu'en Afrique, c'est moins touché, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas de gènes néandertaliens, puisque les croisements se sont passés au Proche-Orient, et on pense, enfin, on a la preuve maintenant que c'est essentiellement les Eurasiatiques, donc qui ont des gènes typiquement néandertaliens, et pas les Africains, par exemple. Et donc, on dit, en Afrique, ils sont moins touchés, c'est parce qu'ils n'ont pas de gènes néandertaliens. Je pense que là aussi, il faut être, à mon avis, être plus réservé, et dire que peut-être, dans certains cas, mais de dire, hop, c'est à faute à Néandertal si nous avons le Covid, c'est quand même un peu... D'ailleurs, je exagéré. vous renvoie aux idées claires du jour, le podcast et la vidéo à retrouver sur le site de France Culture qui traite de ce sujet. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de notre actualité à France Culture. Bruno, David, lorsque vous évoquiez la manière dont le Covid avait modifié la science, modifié son regard, on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dissensus dans la communauté scientifique. Par exemple, dans votre domaine, quels sont aujourd'hui les choses qui sont les plus débattues? Quels sont les sujets qui sont véritablement des points de crispation? Dans mon domaine, il n'y a pas de point de crispation majeur, ou alors je vais parler du changement climatique, mais là c'est un petit peu derrière nous. C'est plus vraiment un point. C'est plus vraiment un sujet. Je veux dire, vu l'été qu'on a passé, les inondations qu'on a en ce moment, je pense que c'est vrai. Enfin, les gens voient bien et on le constate tous les jours. Donc c'est pas vraiment un sujet de débat à proprement parler. Sur l'environnement et les sciences de l'environnement en général et sur la biodiversité, le sujet, c'est de savoir quelle est l'ampleur finalement de la crise actuelle. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est pas grave? Combien il y a d'espèces qui vont être en déclin? C'est des choses comme ça. Mais tout Parce le que monde s'accorde pour dire que ça décline. Parce que le fait justement de dire que ça décline, et dans le même temps, vous nous expliquez qu'on vient de découvrir 150 000 espèces lorsque l'expédition Tara Océan a prélevé de l'eau dans les profondeurs. Est-ce que justement, ça n'est pas relativisé? Est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui apparaissent? Non, ça n'est pas contradictoire. Ça n'est pas contradictoire. Ça, c'est une mesure de notre ignorance. C'est ce qu'on connaît. Mais les espèces, elles existent. Et puis par ailleurs, on voit très bien des déclins de population. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des extinctions, mais on voit très bien de forts déclins de population. On peut parler des oiseaux, des insectes, etc., des mammifères, des amphibiens. Il y a des déclins de population qui, in fine, peuvent se traduire par des extinctions. C'est là-dessus qu'on nous alerte d'ailleurs. Et c'est là-dessus que je vous alerte. Donc c'est sur ça que il y a ça aussi porte des vraiment. proliférations, par exemple les sangliers. Vous en parliez ce matin à 6h05 avec de plus en plus de sangliers quand même. C'est-à-dire que les cochons, parce que c'est la même espèce, c'est la même espèce même si on leur a donné des noms latins différents, en fait, ils peuvent se reproduire entre eux. Donc il y a pas de, c'est resté la même espèce entre le porc domestique et le sanglier. Et c'est une espèce très prolifique. Donc effectivement, s'il n'y a pas les prédateurs du sanglier, les sangliers vont avoir tendance à se multiplier. Donc on va se retrouver dans une forêt X ou Y avec peut-être trop de sangliers. Il va falloir réagir par rapport à cette pullulation de sangliers, parce qu'ils vont vraiment pulluler. S'il y a des lynx, des loups, des grands prédateurs, il y aura moins de sangliers, on aura un équilibre qui va s'installer. Je sais bien qu'il y a des loups en France, mais... On n'a pas forcément envie d'avoir des loups dans toutes les forêts françaises. Enfin, c'est des questions qu'on peut se C'est un autre poser. grand débat. Alors ça, par contre, c'est très polémique. Mais c'est très polémique, mais après, ça rejoint de comment l'homme se comporte sur la planète. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le défi éthique. C'est finalement comment est-ce qu'on habite la Terre. Jusqu'à quel point on veut habiter la Terre, s'installer dessus. On est une espèce animale parmi d'autres espèces animales. On a parfaitement le droit, légitimement, d'habiter la Terre. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut savoir jusqu'à quel point, jusqu'à quel équilibre, et si on n'est pas en train de détruire la Terre qui nous nourrit au sens large, parce qu'on a besoin des autres espèces. Et si je peux rajouter quelque chose pour revenir aux espèces sauvages et à la crise de la Covid-19, c'est qu'on pourrait être tenté, parce qu'on se dit, mais ces sales bêtes sauvages nous amènent des tas de virus, c'est quand même pénible ce truc, ces zoonoses, il suffit de se débarrasser de ces espèces. Mais il n'y a qu'à les tuer finalement, enfin franchement, pourquoi on s'embête avec ça? Mais quand on est face à des pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites, il y a une théorie qui s'appelle « kill the winner », tuer le vainqueur. Et en fait, l'espèce qui va se mettre à trop dominer, à être trop présente, à être trop nombreuse, elle va se coller une cible dans le dos,
et ça va être l'espèce cible des pathogènes. Parce qu'eux, ils vont s'adapter. C'est-à-dire que si on leur donne une grande diversité d'espèces, ils vont se distribuer sur cette diversité d'espèces, et ils nous laisseront quand même à peu près tranquilles. Si on réduit cette diversité en croyant s'en débarrasser, on ne va pas du tout s'en débarrasser, mais ils vont tous se tourner vers nous. Ce que vous êtes Donc en ça train de serait dire la est assez pire des menaçant. solutions. Mais non, c'est simplement la pire des solutions. C'est comprendre qu'il y a un lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé des environnements. La santé humaine, la santé animale, ça fait déjà quelques temps qu'on a réalisé, enfin pas tant de temps que ça non plus, à travers les pandémies qui ont pu se déclarer ou des maladies qui ont pu se déclarer venant de nos élevages. On n'a pas fait le lien suffisamment avec l'environnement. Mais la santé environnementale et la diversité biologique de ces environnements, c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir contre les pandémies. Justement, parmi les découvertes que l'on fait, Marilène Patou-Mathis, vous qui publiez un ouvrage consacré à l'invisibilisation des femmes pendant la préhistoire, parce qu'il faut quand même parler des théories qui sont aujourd'hui discutées. Il y a par exemple une théorie, alors moi je l'avais connue sous le nom de théorie du steak. Les femmes sont plus petites que les hommes, parce que à des temps reculés, on leur donnait moins à manger. Que sait-on aujourd'hui sur cela? Est-ce que... Alors justement, Pas chez les hyènes. Hein. Je pense aussi pas au paléolithique, parce qu'en fin de compte, toutes les études montrent que bien sûr, il y a peut-être quelques kilos et quelques centimètres en moins chez les femmes, mais en réalité, elles sont extrêmement robustes. C'est-à-dire que toutes les analyses, toutes les études montrent que ce sont des femmes extrêmement robustes, beaucoup plus que la moyenne, parce que là, on parle toujours de moyenne que nous. Ça, c'était aussi une idée. Elles ne sont pas du tout fragiles, comme on pouvait l'imaginer. Et voire même, il y a des études pour des femmes néolithiques d'Europe centrale qui montrent que leur robustesse, que leur puissance musculaire était équivalente aux sportifs de maintenant qui s'entraînent à lancer le poids, le javelot, etc. Donc, au contraire, on montre ça. Ce qu'il y a, c'est que on a aussi des témoignages avec ce qu'on appelle la biogéochimie, que l'alimentation au paléolithique, en tout cas, des hommes et des femmes est la même, c'est-à-dire qu'il y a une consommation très importante de la viande dans les deux. Donc voilà, il n'y a pas de viande pas et l'apparition de la viande cuite. La viande cuite aussi, voilà, tout ça, on pense que c'est à peu près, enfin des preuves, vers à peu près peut-être 500 000 ans, on aurait déjà des foyers. C'est une date importante puisque... Très importante, puis la cuisson, etc. Et puis tout, la cuisson dépendance, provoque un apport de protéines plus important. Oui, et puis surtout aussi, c'est plus au niveau du métabolisme, c'est plus digeste, etc. Donc c'est quelque chose d'important. En plus, ça augmente la diversité justement des aliments, puisqu'on peut prendre des plantes qui sont toxiques quand elles sont crues. Et là, ce que je voulais dire, ce qui est important de voir, c'est que s'il y a un changement, il apparaît peut-être à la fin du néolithique, enfin en tout cas dans ces périodes-là, où là, on va avoir plus d'alimentation végétale donc chez les femmes que chez les hommes. Et c'est vrai qu'on sait aussi, même pendant les périodes historiques, il n'y a pas si longtemps, que souvent on réservait la viande plutôt pour les garçons que pour les filles. Donc ça c'est vrai, mais ça apparaît, disons, en tout cas pour moi, plus tardivement qu'au paléolithique. En conclusion, Bruno David, justement, cette question du genre chez les animaux, alors on a vu que chez les hyènes, c'était franchement compliqué. Il y a d'autres animaux qui ont, comme cela, des répartitions de genre qui ne sont pas semblables. Oui, bien sûr. Il y a des animaux. Alors généralement, quand même, les sex ratios, c'est à peu près 50-50. Hein. Chez la plupart des animaux, simplement parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle un compromis. C'est-à-dire que parce qu'on pourrait se dire, il faudrait qu'il y ait plus de femelles, de femelles, on va dire, chez les animaux, hein, que de mâles, en général, parce que finalement, un mâle peut féconder beaucoup de femelles, et donc s'il y a beaucoup de femelles, ça va marcher comme ça. Mais dans ces cas-là, il y a un avantage adaptatif à faire des mâles. Donc, les femelles qui vont faire plus de mâles vont être avantagées, vont mieux transmettre leurs gènes que les femelles qui feront plus de femelles. Et donc, il y a un compromis qui s'installe et on est généralement à 50-50 chez la plupart des mammifères. Alors après, il y en a qui sont plus grosses. On a vu chez les hyènes que c'était l'inverse que chez beaucoup d'autres animaux. C'est les femelles qui dominent. C'est bien aussi des fois. Chez les bonobos, chez les bonobos, voilà. Ils sont très proches de nous, les bonobos. Merci Marilène Patou-Mathis. L'homme préhistorique est aussi une femme. Votre ouvrage publié aux éditions Alary. Bruno David, on vous retrouve dans Le Monde Vivant à 6h05 et à 23h55 sur France Culture et à retrouver bien entendu sur franceculture.fr.